Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Viviana Gobato je présenterai donc notre première table ronde aujourd'hui qui est dédiée au numérique et inclusion. Inclure ou éloigner la promesse du numérique. J'ai le plaisir de démarrer cette première table ronde avant cela, je tiens à remercier chaleureusement les étudiants du master qui ont pu donc organiser et programmer cette journée malgré l'ensemble de leur planning très chargé en fin d'année, leurs apprentissages, leurs examens. Donc vraiment félicitations à vous pour l'organisation de cette journée. Et je tiens aussi à remercier François Mérès et Fabien Wangert qui dirigent très bien le master et qui permettent tous les ans à un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de pouvoir se former et surtout de leur assurer également un avenir dans notre domaine professionnel. Donc il est aujourd'hui question de parler du numérique et j'ai la chance d'animer cette table ronde avec vous. Donc je vais vous présenter Mathilda Verde. Vous êtes médiatrice culturelle au Musée Carnavalet. Nous avons ensuite Léane Inès et Mathilda Bossé. Léane Inès, vous êtes chargée de médiation et engagement des publics et du programme du prix européen Art Explora. Et Mathilda Bossé, vous êtes aussi à Art Explora, responsable de projet médiation et contenu numérique. Et enfin, Mathilda Tessier, chargée de médiation et référente accessibilité au Musée national de la Marine. Donc la question du numérique et de l'inclusion est une question qui, d'autant plus cette année, se relie à l'accessibilité, puisque nous fêtons les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté, qui est la loi accessibilité, qui a été donc adoptée le 11 février 2005. La question de l'accessibilité fait partie de la question de l'inclusion, qui, de manière plus large, s'ouvre aussi sur les droits culturels. Donc le fait de pouvoir assurer au plus grand nombre d'accéder à la culture. C'est ainsi aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, une compétence qui est transversale, qui est demandée aux professionnels, qu'il s'agisse ou pas d'experts dans le domaine de l'inclusion et de l'accessibilité. Il est vrai aussi qu'il y a une disparité internationale entre ces sujets. La France est tout de même un pays qui permet, d'un point de vue professionnel, de réaliser des projets qui sont assez à l'avant-garde par rapport à d'autres pays. Et c'est aussi un aspect qui demande d'autant plus d'attention dans le travail en participation avec les communautés, puisqu'on va répondre à des projets et à des besoins spécifiques, avec des segments de besoins spécifiques qui peuvent être très différents. Donc, dans ce cadre, avant de commencer les présentations et avant que vous nous présentiez vos segments d'expertise sur ces sujets, j'ai aussi une casquette de chercheuse, donc je démarre en prenant cette position et vous demander comment est-ce que vous définiriez au sein de vos structures la question de l'inclusion et aussi rattachée au numérique. Alors, j'attaque un peu dur sur cette question très importante en effet. Donc sur l'inclusion au Musée national de la Marine, on l'a traité vraiment comme une prise en compte des besoins spécifiques certes, mais aussi des pratiques des publics avec ou sans handicap. Et je pense que c'était un point qui était très important pour nous. Parfois, j'avais ce sentiment-là en début de carrière que accessibilité voulait dire handicap visuel égale tactile, etc. Et donc on a essayé de pousser justement la rencontre avec les publics pour obtenir une inclusion par différentes approches, donc numérique notamment, mais pas uniquement. Voilà comment j'envisage l'inclusion chez nous en tout cas. Vous m'entendez? Super. Ici à Carnavalet, en effet, ça a été un enjeu aussi principal lors surtout de la rénovation des travaux qu'il y a eu ici au musée. Ça a été vraiment une mise en avant de plein de dispositifs différents pour faire un rassemblement, aussi un croisement de tous ces publics. Donc à partir de textes, à partir de cartels spécifiques, à partir de dalles tactiles aussi. Il y a eu cette rénovation qui a été, je pense, vraiment centrale lors du changement de tout, donc la scénographie de le musée Carnavalet, donc à partir de ce moment-là.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup d'ailleurs pour cette invitation à la participation à cette table ronde. Donc pour la Fondation Art Explora, peut-être un mot quand même, parce qu'on a une petite particularité, donc on n'est pas un musée, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui n'a pas de collection. Donc en fait, on intervient en collaboration avec des organisations culturelles et donc on développe des projets artistiques et culturels qui sont soit très locaux, soit plutôt au niveau national, soit international. Mais donc c'est vrai que comme on n'a pas de collection, les publics sont au cœur des réflexions et des projets qu'on mène. Et donc la question de l'inclusion, je répondrai un peu la même chose que Mathilde, c'est-à-dire qu'on a l'inclusion via le numérique, qui est évidemment une question qu'on aborde et pour laquelle Mathilda et moi-même pourrons vous donner des exemples de cas précis. Mais évidemment, après, la question de l'accessibilité à travers des formes, des outils de médiation, comme on a pu en développer lors d'expositions, par exemple en Hangar Y, dont on vous parlera, sont pour nous très importantes. Je ne sais pas si tu veux... Je vais compléter un peu ce que dit Léane sur la vision de l'inclusion pour Art Explora. Je pense qu'effectivement, on partage aussi cette vision, en tout cas cette ambition d'universalisme, dans le sens où on essaye de parler à un maximum de visiteurs et de faire en sorte que les propositions culturelles et artistiques qu'on développe parlent au maximum. Mais en même temps, on est aussi sur des échelles casuistique, j'allais dire, on essaye de faire du cas par cas et donc pour chaque projet d'identifier point à point les éventuels freins et aller travailler ces freins-là pour faire en sorte qu'ils soient moindres et qu'il y ait le moins de friction possible à l'accès à nos offres, d'une certaine façon. Excellent. Alors, si on passe maintenant effectivement sur la présentation de quelques projets qui, d'après vous, seraient parlants. On commence peut-être par Mathilde Averde. Est-ce que vous avez des slides à montrer ? Déjà, je vais présenter, moi, dans le cadre de mes études, donc pour mon Master 2, mon mémoire de Master 2 l'année dernière, j'ai réfléchi à la conception d'un projet numérique pour l'accessibilité des publics en situation de handicap, spécifiquement pour les publics avec troubles du spectre de l'autisme. Donc, ces publics-là, il y a un véritable enjeu. Déjà pour les accueillir dans les espaces, car ce sont des publics qui ne sont pas faciles à comprendre déjà, parce qu'il y a le spectre de l'autisme et un spectre qui peut être très 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 large, très très différent. Donc le numérique, je pensais, et je suis convaincue que ça prête très bien à l'accueil de ces publics. Donc pour en effet ce projet, j'ai réfléchi à un système de application surtout pour mettre en place sur cette application et rassembler déjà tout un tas de documents et d'outils que déjà les musées proposent à l'heure actuelle. Par exemple, au musée de la Marine, d'ailleurs, c'est le cas d'un scénario social, comme au musée du Louvre, d'un plan sensoriel aussi, qui pointe, par exemple, les espaces accessibles avec les taux de lumière, le taux de son, en tout cas tous les frustrants qu'il puisse y avoir lors d'une visite pour ces publics qui sont donc très sensibles aux espaces qu'ils ne connaissent pas. Donc, on va dire je vais vous montrer quelques exemples. Cette application permet vraiment de rassembler tous ces outils que je crois encore être très méconnus pour l'instant, ayant fait toute une série d'entretiens avec les directs intéressés. Eh bien, la mise à disposition de ces outils n'est pas évidemment accessible, n'est pas connue aussi non plus. Donc l'idée de rassembler tout au sein d'une application qui peut être téléchargeable sur des tablettes, smartphones, permet en effet d'avoir un accès direct donc, à ces outils. Je vais vous montrer donc...
Voilà, ça c'est l'idée d'un scénario social. Déjà, la principale idée pour la création de ce projet, ça a été d'intégrer un outil très important qui est à l'heure utilisé au niveau quotidien vraiment pour les publics TSA. C'est la CAA, c'est-à-dire la communication alternative améliorée, qui est un système de pictogrammes. Voilà, c'est un système de pictogrammes universel qui est présente sur plusieurs dispositifs, sur plusieurs applications que les individus TSA utilisent au quotidien. Et donc, c'est l'idée de partir de la communication alternative améliorée, qui est déjà quelque chose de digital et numérique, pour donc l'utiliser aussi dans les cadres des musées. Donc ça, c'est l'idée c'est un petit scénario social que j'avais préparé dans le cadre de mon stage au musée de Sceaux, qui met en avant, donc, à travers des pictogrammes, les différentes étapes pour aller au musée. Donc ici aussi, par exemple, on arrive au musée, chaque action doit être traduite par un pictogramme et par des photographies. Ici, vous avez quelques exemples de musées. Ici, surtout le Canada est très, très en avant sur ces questions d'accessibilité. Le plan sensoriel, notamment du musée de la Marine, est celui que j'avais proposé pour le musée de Sceaux, qui permet donc vraiment de mettre l'attention sur tout un tas de choses qui peuvent servir à donc ces publics en particulier. Je vous montre ça, parce que l'idée du numérique, et ce qui m'a vraiment fait dire que c'est le numérique la réponse à cet enjeu, c'est la diversité de ces publics. Même si on parle de les troubles du spectre de l'autisme, c'est quand même quelque chose de très diversifié, très varié. Et donc l'utilité d'un support numérique permet d'accéder à une adaptation en fait des choses, des pictogrammes. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus qui vont plutôt répondre, on va dire, à un visuel de la pomme, par exemple, plutôt qu'au pictogramme en noir et blanc, ou sinon des autres plutôt en couleur, ou des autres encore qui vont s'approcher plutôt aux mots pomme, qui ne vont pas du tout réagir aux images, par exemple. Donc l'utilisation du numérique permet une adaptabilité du dispositif dans le cadre donc de toute cette diversité de ces publics-là, et donc aussi par exemple travailler sur ça c'est une œuvre d'art contemporain sur laquelle j'ai travaillé de Giuseppe Pennone, et ici c'est important aussi comment ces pictogrammes donc sur les tablettes numériques peuvent être agencés et peuvent être sélectionnés pour pouvoir parler des collections. Donc l'intérêt d'une tablette numérique, c'est aussi de pouvoir, ou en tout cas une application qui peut donc être accessible même en autonomie, en visite autonome, c'est que ces pictogrammes peuvent être donc sélectionnés pour créer des espèces de tableaux de communication et pouvoir donc dialoguer autour de certaines œuvres, comme aussi celle-ci par exemple, où j'avais fait donc toute une série de mots qui visaient à présenter un tableau de la Renaissance, donc qui mettait en avant certaines choses. Évidemment, on ne peut pas trop surcharger d'informations ce type de public. Mais donc, l'utilisation numérique permet aussi d'aller vraiment à l'adaptabilité de ces contenus. Donc, c'est ça qui est vraiment important pour le numérique ici, pour ce public. Voilà. Il semble aussi que ces scénarios sociaux aient tout un intérêt pour la préparation à la visite, qui peut être un véritable enjeu pour ces types de publics qui pourraient être atteints d'autisme dans différents spectres. Est-ce que vous avez aussi donc soulevé cette question ? Oui, tout à fait, tout à fait. La préparation en amont, c'est très important pour ce type de public, et c'est pour ça que l'utilité aussi d'avoir une application qui peut être accessible de la maison, qu'on peut télécharger sur n'importe quel dispositif, ça a tout un intérêt parce que ainsi les contenus sont accessibles de la maison. On comprend tout de suite et on laisse le temps de savoir où on va. Ces personnes ont vraiment besoin
d'un repère de temps et d'espace. Donc aussi la mise en avant, par exemple, de photos de lieux, photos des équipes aussi, ça peut être important. Si on va au musée pour faire une visite guidée, la mise en avant du photo du médiateur peut rassurer, en tout cas, ces publics pour arriver au musée, savoir qu'est-ce qu'on va faire et avoir donc pouvoir passer un temps tranquille dans les espaces. Voilà, parce qu'on ne sera pas surpris dans ce cas-là. Très bien. Et en termes d'application, du coup, c'est un outil qui pourrait être pris en main par les différentes institutions. Est-ce qu'il est prévu avec une sorte de guide de prise en main? Alors, c'est encore un projet qui est resté très théorique, mais dans l'idéal, le développement du projet pourrait évidemment se faire avec une mise en forme d'une application, avec un guide évidemment pour que les institutions puissent être autonomes justement sur la création des contenus. Évidemment, pour la réussite, la meilleure réussite, tout ce qui est, par exemple, les tableaux de communication doivent évidemment aussi se réfléchir en parallèle à des partenariats que sûrement les institutions entreprennent pour essayer de créer des dispositifs et des outils qui vont vraiment répondre aux besoins de ces personnes. Donc, les tableaux que moi j'ai formulés sont issus de certaines réflexions avec des classes, avec des scolaires qui sont venus donc d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Et donc, ça permet vraiment de répondre à leurs besoins, leurs exigences. Mais oui, tout à fait, ça peut se réfléchir et ça serait vraiment l'idéal que ça puisse être pris en main un jour pour avoir encore un outil de plus pour l'accessibilité. Et alors, Mathilde, il y a aussi une question de la médiation finalement des œuvres d'art. L'adaptabilité, l'interprétation pour que cela puisse être adapté à un tel outil. Est-ce que vous avez donc identifié quelques, si vous voulez, éléments à pouvoir abstraire par des pictogrammes en particulier? Est-ce qu'il y a donc une forme de scénario qui est prévu pour interpréter une œuvre d'art et l'adapter par cet outil? Oui, bien sûr, ce sont des, en termes de médiation qu'on va faire, ce sont des médiations qui peuvent être adaptées à chaque fois devant des choses différentes. Ce sont l'intérêt justement de quelque chose qui peut être numérique, c'est la possibilité de changer à chaque fois. Donc la prise en main des institutions peut amener à faire un choix sur le parcours, sur les œuvres, sur le type de médiation aussi. Parce qu'on peut pointer, par exemple, sur un type de visite, les techniques, donc la technique de la peinture, de dessin, de la gravure, et sur notre type de visite, mettre en avant plutôt d'autres choses, telles les personnages, l'événement historique qu'on peut voir, par exemple, dans un tableau. Donc oui, l'adaptabilité, bien sûr, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Ouais. Merci. Peut-être une dernière question. Quels seraient, d'après vous, les freins majeurs qu'une institution pourrait rencontrer dans la mise en place d'un outil et quels seraient vos conseils? Alors, tout d'abord, c'est déjà sûrement les coûts. Ça peut évidemment avoir un coût et surtout l'idéal, ça soit que l'application puisse justement être accessible aux particuliers et qui donc ne puisse pas forcément obliger les institutions à aller envers l'achat de certains outils vraiment comme des tablettes, des choses de ce type. Donc dans le projet, dans le développement vraiment de l'outil, il faudrait vraiment bien réfléchir à que ça soit quelque chose d'accessible en termes autonomes, on va dire. Une autre limite que ça pourrait être, c'est l'utilisation qui va peut-être freiner la connaissance des lieux. Voilà, il ne faut pas que ça soit un substitut de ce qu'on va voir finalement dans les musées. Donc il y a aussi une réflexion à faire sur quand engager la tablette, quand engager plutôt une médiation humaine aussi. Il ne faut pas que ça se transforme non plus en quelque chose qui abandonne l'échange. Au contraire, elle est là pour apporter de la communication, mais évidemment, il doit toujours y avoir une personne à côté. Donc ça ne doit pas être une limite non plus dans
dans le sens où il faut quand même engager un guide, un médiateur, et donc quelqu'un qui puisse prendre en main cette application pour déjà la concevoir pour les espaces du musée, et puis donc vraiment l'utiliser lors des visites ou la laisser donc accessible en visite autonome. Merci, bon, c'était effectivement très clair et puis ça donne envie de le déployer, hein, notamment nous à l'Arc de Triomphe, on déploie des outils assez similaires, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pour voir comment pouvoir l'adopter aussi. Je vous propose de passer maintenant avec nos expertes d'Art Explora, qui est une structure qui s'impose dans le panorama national mais aussi international par toute une série de projets et d'initiatives innovantes, mais également qui arrive à reconnaître par le prix Art Explora et ainsi à valoriser un certain type de projets qui sont eux-mêmes novateurs et qui peuvent inspirer d'autres pratiques. Vous souhaitez peut-être partager avec nous aujourd'hui quelques-uns de ces projets ? Vous donne quand même quelques éléments parce que bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, encore une fois, comme il n'y a pas de collection, de lieux physiques, en fait, quand on présente les projets Art Explora, on fonctionne beaucoup par piliers. Ça nous aide à classifier les projets parce que finalement, en fait, les enjeux du numérique et de l'inclusion irriguent un peu tous ces projets. Donc, on peut les retrouver notamment dans ce grand pilier de la mobilité qui est pour nous un moyen d'aller à la rencontre des publics, que ce soit par le biais de camions-musées qui vont sillonner la France et même parfois d'autres pays avec à leur bord des œuvres d'art, simplement. Et notamment aussi avec le projet du bateau musée qui, encore une fois, donc, est mobile, passe par la mer et s'arrête en fait dans les pays méditerranéens en ce moment et déploie un festival qui est un festival en fait qui est déployé à Quai simplement et qui est imaginé avec les organisations associatives, culturelles et institutionnelles de chaque escale. Donc on retrouve des éléments numériques dans ces projets-là notamment. Le pilier du numérique, comme je le disais, c'est vraiment un outil. Mathilda vous parlera plus précisément d'un projet qui est la Art Explora Academy. Mais ensuite, on trouve le numérique dans la majorité en fait, des projets de la Fondation. Le bénévolat également est un grand pan de la Fondation, un petit peu son ADN première parce qu'il y a une communauté bénévole qui s'est développée dès le début de la Fondation, qui n'est pas très vieille, elle a 5 ans, mais dès le début, il y avait cette volonté en fait, de proposer un engagement, mais par le biais des arts et de la culture, donc de jouer un peu pour les personnes qui le souhaitent ce rôle d'incarner ce rôle de citoyen culturel et donc d'aller à la rencontre aussi de publics en hôpitaux, en EHPAD notamment, et parfois directement au musée, comme ça va être le cas d'ailleurs au musée Carnavalet avec le programme Un pied au musée, où les bénévoles sont donc en charge d'un groupe et interviennent sur le lieu. Et enfin, donc, le projet du prix européen qui plus largement et le pan un petit peu réseau professionnel aussi de la Fondation, puisque le prix en fait soutient toutes les pratiques innovantes qui sont développées par les organisations culturelles en matière d'engagement des publics, de participation, d'accessibilité. Donc c'est au niveau européen, c'est un prix qui est ouvert à 39 pays. Et à tout type d'organisation culturelle, mais qui du coup nous permet maintenant en tout cas de réfléchir à la constitution d'un véritable réseau professionnel qui permettent donc aux professionnels de la culture d'échanger sur ces questions spécifiques, donc où le numérique et l'inclusion sont évoqués. Voilà. Et donc je vais peut-être laisser Mathilda du coup vous présenter la plateforme Art Explora Academy.
Alors, Art Explorer Academy, donc c'est un des outils numériques qu'on utilise le plus à la Fondation. Léane parlait tout à l'heure des différentes barrières qui font que certains publics n'ont pas un accès facile et fluide à la culture ou à une offre muséale. Donc on a parlé des barrières géographiques notamment, avec lesquelles on essaye de composer avec le camion musée. Et donc il y a une autre barrière qu'on a essayé de travailler à la Fondation, qui est une barrière qui est peut-être plus complexe ou insidieuse, enfin difficile à vraiment définir, qui est la barrière psychoculturelle ou socioculturelle, qui fait que certains publics ne se sentent pas légitimes à pousser les portes d'un musée, donc ce fameux sentiment d'illégitimité. Et donc on a réfléchi à une façon de travailler un petit peu cette question-là, et donc on a imaginé cette plateforme de e-learning pour démocratiser d'une certaine façon la façon dont on parle d'histoire de l'art. Parce que donc, ces publics ont peut-être un rapport difficile aussi avec l'institution muséale, qui serait lié potentiellement à un certain vocable un peu académique pour parler d'art et qui n'est pas toujours accessible. Et donc on a voulu proposer cet espace numérique un petit peu décomplexé, qui parlerait d'art et d'histoire de l'art d'une autre façon. Au départ, donc, on a pensé cette tonalité un petit peu en s'inspirant de Combini, que vous connaissez peut-être, qui est un média qui parle notamment aux jeunes adultes. Et donc on a imaginé cet outil qui est à la fois un site et à la fois une application mobile qui est disponible donc depuis 2022 en application mobile. J'ai mis un petit QR code, donc c'est l'instant promotionnel si vous avez envie de regarder l'application en même temps que je vous en parle. Vous pouvez tout à fait le scanner ou aller chercher sur les stores. Donc l'idée justement avec cette application, c'est de la penser comme un vecteur de démocratisation culturelle. L'idée, c'est de donner des clés de compréhension de l'histoire de l'art à tout un chacun pour les encourager ensuite à aller au musée et à aller confronter leurs connaissances nouvellement acquises à l'expérience des œuvres sensibles elles-mêmes. Et donc on a imaginé au départ un pack de 11 parcours d'apprentissage qu'on a conçu avec les professeurs d'histoire de l'art de Paris 1, de Sorbonne Université, pour maîtriser les fondamentaux. Donc c'est un cursus certifiant qui va de l'Antiquité jusqu'à des périodes plus contemporaines. Et donc lorsqu'on a bien parcouru l'ensemble des parcours et répondu aux différents quiz pour s'assurer du fait qu'on ait maîtrisé les différentes connaissances. On a un certificat Art Explorer Sorbonne Université, qui est un vrai plus d'ailleurs pour nos publics. On a souvent des messages où les gens sont très contents de recevoir ce certificat. Il y a une certaine fierté, manifestement. Voilà, et donc au fur et à mesure des années, on a ajouté des nouveaux parcours. Donc il y en a un très récent là, qu'on a sorti l'année dernière en coproduction avec le musée d'Orsay, qui s'appelle l'Aventure impressionniste, et donc en lien avec l'exposition anniversaire des 150 ans de l'impressionnisme l'année dernière. Donc voilà pour une présentation un petit peu de l'outil, et peut-être pour parler plus concrètement des leviers autour de l'inclusion. Donc premier levier d'inclusion sur cette plateforme, c'est que c'est une offre entièrement gratuite. Le paysage du e-learning aujourd'hui, des MOOC, ne l'est pas toujours et c'est parfois un peu cher même pour certaines personnes. Donc on est parti dans cette optique de vraiment supprimer la barrière qui est le coût. Autre levier d'inclusion, c'est les formats. Donc le micro-learning. Le micro-learning, pour vous l'expliquer en 2 mots, le parallèle le plus évident que je peux trouver, c'est Duolingo. Donc c'est une façon de présenter du e-learning avec des contenus très courts, qu'on dit snackable parfois, donc de pouvoir consulter un parcours, une vidéo, un podcast en 10 minutes et ensuite d'avoir accès à des quiz qui viennent favoriser l'ancrage mémoriel, d'être dans quelque chose de très actif aussi dans son rapport à son smartphone et à l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui convient bien à nos modes de vie aujourd'hui, donc ça c'est assez pratique parce que ça permet à des publics qui n'ont pas le temps de suivre des cours d'histoire de l'art académiquement, d'avoir 10 minutes comme ça dans le métro pour regarder une vidéo. Donc ça convient à des jeunes actifs, à des étudiants, à des personnes en reconversion, voilà. Donc ça, c'est on a essayé vraiment de pousser cette dimension-là. Et puis le ton dont je vous parlais, un petit peu décalé, qui passe beaucoup par l'anecdote. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé. Je vous donne un exemple un peu concret. Par exemple, pour les arts asiatiques, on a tout un parcours art asiatique. Et pour trouver une porte d'entrée sur ce parcours-là, on est parti d'une anecdote en parlant de la saga Star Wars. En fait, donc le personnage de Dark Vador a un casque
masque un peu particulier qui inspirait en fait des kabuto, des guerriers japonais médiévaux. En fait, George Lucas était fan du Japon médiéval. Donc en fait, c'est une petite anecdote un peu sympa pour être sûr d'accrocher les publics qui, d'une certaine façon, et d'aller parler d'histoire de l'art en étant dans quelque chose d'un peu dédramatisé ou désacralisé. Voilà peut-être pour les. Comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir cette approche d'ingénierie pédagogique ? Alors, on a travaillé avec Artips, que vous connaissez peut-être, qui est une agence qui fait de la rédaction créative et qui fait du e-learning culturel. Et c'est avec eux qu'on a imaginé ce ton-là, où en fait, après, c'est de l'ingénierie en e-learning. Moi-même, j'ai un petit passif en la matière, puisque j'ai travaillé en agence de e-learning. Et donc, c'est tout un savoir qui ressemble finalement beaucoup à la médiation culturelle. De fait, c'est vraiment aller identifier des objectifs pédagogiques et trouver les meilleures façons de les transmettre et de transmettre les savoirs par ce biais-là. Voilà, globalement, et pour vous donner quelques chiffres peut-être sur la plateforme, on a touché depuis 2021 800 000 personnes à peu près. On a 52 000 personnes réellement inscrites au cours et qui pratiquent le e-learning régulièrement. Et on a délivré 3 000 certifications depuis le début. Donc ça, c'est des chiffres dont on est plutôt content parce que manifestement, il y a une appétence aussi pour ces formats-là, pour parler... pour d'autres façons de parler d'histoire de l'art. Et peut-être un point un peu dont je voulais vous parler, qui est plus une limite, parce que donc, en faisant ce travail de réflexion sur l'inclusion, sur l'accessibilité, il y a quand même quelque chose qui m'a sauté à l'esprit, c'est la connaissance de nos publics. En fait, j'imagine qu'il y aura d'autres panélistes qui vont me parler un peu de plateforme numérique. C'est toujours très délicat de savoir exactement qui sont nos publics sur une plateforme, puisque par essence, ils sont virtuels. Enfin, ce sont des vraies personnes, mais je veux dire, le lien qu'on a avec eux est virtuel. Dans un musée, on peut potentiellement faire des études de public, des choses comme ça. C'est parfois un petit peu plus difficile sur le volet numérique. Et donc, il y a un enjeu qui est fondamental, qui est celui de la data, parce que pour le coup, la donnée sur qui sont nos utilisateurs nous permet de savoir qui ils sont. Et ça, c'est un enjeu qui est complexe à la fois sur le plan éthique, réglementaire et technique, parce que donc, vous savez qu'il y a le RGPD depuis 2018, il y a également depuis 2023 le Digital Act à échelle européenne qui encadre beaucoup la collecte des données, et tant mieux, donc on ne peut plus collecter n'importe quoi sur n'importe qui et de façon libre. Il faut savoir pourquoi on collecte la donnée et à quoi ça sert, et surtout avoir le consentement éclairé de l'utilisateur à cet égard. Donc nous, très concrètement, on a 2 façons de collecter de la donnée sur Art Explore Academy. Donc par le formulaire d'inscription, lorsque les personnes s'inscrivent, ils remplissent leur nom, leur âge potentiellement, leur pays, etc. Et par Analytics, donc les Google Bots qui viennent collecter des datas sur nos utilisateurs. Et ça, pour le coup, les usagers sont libres de ne pas accepter les cookies de tracking. Ce qui fait qu'en fait, la connaissance de nos visiteurs est très partielle. Et c'est un petit peu difficile du coup d'être sûr qu'on touche des visiteurs qui sont éloignés de l'art et de la culture, parce que de fait on ne sait pas quelles sont leurs pratiques culturelles, quels sont leurs profils socioculturels, etc. On essaye de combler ça avec des formulaires qu'on envoie tous les ans, donc de connaissance de nos usagers, et donc on a des réponses, c'est un petit panel qui va répondre aux formulaires. Et peut-être vous dire quelques mots effectivement de ce qu'on a identifié avec ces formulaires, avec ces sondages. En fait, on n'a que 10% des personnes qui ont répondu qui nous disent qu'ils fréquentent les musées, les théâtres et l'opéra moins d'une fois par an. Donc ce chiffre-là, il est faible et il nous interpelle. On se dit, est-ce finalement on a des super chiffres en termes de trafic, mais est-ce qu'on touche vraiment des publics qui n'ont pas d'habitude culturelle? Est-ce qu'en fait on n'est pas déjà en train de toucher des jeunes urbains qui en fait vont au musée tout le temps déjà, etc. Est-ce que vraiment on arrive à faire la différence? Donc ça nous interpelle un petit peu. Encore une fois, je vous disais, c'est un questionnaire qui n'est pas représentatif de l'ensemble, donc c'est vraiment partiel. Et en revanche, peut-être une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à ces mêmes publics, on leur pose la question, est-ce qu'avoir utilisé Art Explore Academy vous donne envie d'avoir plus d'expériences culturelles, d'aller au musée, etc. Et en fait, 70% de ces 10% répondent oui. Et ça, c'est quand même peut-être le plus encourageant, parce que ça veut dire quand même que l'outil numérique, s'il est bien pensé, s'il y a une tonalité qui parle aux gens, ça peut déclencher un désir culturel, ou le raviver, ou l'entretenir. Et donc ça, c'est peut-être le point qu'on essaye de retenir le plus pour être optimiste sur l'utilisation de cet outil.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une question que je vais vous poser par la suite, à garder donc à l'esprit sur l'usage des données numériques, en fait, ce qu'on peut leur faire dire et de quelle manière on peut aussi les utiliser dans nos projets. Il me semble également que vous avez un autre projet qui est particulièrement parlant, qui est le podcast Aide à la visite pour l'exposition Dans l'air de 2023 qui a eu lieu au Hangar Y. Oui, tout à fait. Et Geneviève Vidal, tout à l'heure, évoquait les podcasts comme un bon exemple de projet. Donc, on était contente. Mais donc, c'est vrai que là, c'est un autre pan d'utilisation du numérique qui est plutôt lié à l'aspect collaboratif et participatif qu'on peut en faire lorsqu'on crée des outils de médiation. Ici, on a eu l'occasion de le faire avec une exposition au Hangar Y à Meudon. Parce que donc, pendant 2 ans, la Fondation Explora, dans le cadre de l'ouverture du Hangar Y, était invitée à collaborer et à imaginer 2 expositions, une par an, de 2022 à 2024. Le Hangar Y, donc en fait, c'est un hangar, un ancien hangar de ballons dirigeables qui a été créé en 1879 et qui a été complètement réhabilité. Il est situé à Meudon, en bordure de forêt. Et je vous encourage à y aller parce que c'est très sympathique, surtout quand il fait beau comme ça. C'est un lieu qui est à la fois, en fait, maintenant un lieu événementiel, donc qui accueille des événements privés pendant la semaine, mais qui est ensuite également lieu d'exposition. Donc à l'intérieur du hangar, maintenant, il y a des grandes coursives qui permettent d'organiser ces expositions. Et à l'extérieur, un jardin de sculptures avec donc un parc où l'on peut rester toute la journée, quoi. Et donc c'est vrai que nous on a été invités à faire l'exposition inaugurale qui s'appelait Dans l'air, les machines volantes, et donc Mathilda et moi-même avons développé du coup les outils de médiation de cette exposition. Et comme il s'agissait d'un nouveau lieu, de l'ouverture d'un nouveau lieu culturel, c'est vrai que assez rapidement, il nous est apparu comme nécessaire, et on avait vraiment cette volonté d'inclure les publics meudonnais, en fait, les habitants de Meudon, dans la création d'outils de médiation. Parce que donc il y avait cette question, ces 2 grands objectifs pour nous qui étaient de renforcer, et même de développer tout simplement l'ancrage territorial d'un lieu, de le rendre entre guillemets en fait aux habitants, puisqu'il était pendant des décennies fermé. Et donc pour ce faire, de développer des outils avec eux. Donc, ce qu'on s'est dit, on ne pouvait pas travailler avec tout le monde en même temps, mais on a décidé de partir sur la cible des scolaires. Et peut-être un point aussi qui est important à savoir avec le Hangar Y, c'est la ville de Meudon en fait est divisée en espèces de zones et d'habitations. En fait, c'est comme plusieurs villes finalement. Et le Hangar Y a cette particularité d'être situé entre Meudon-Val-Fleury et Meudon-la-Forêt, donc Meudon bas, Meudon haut, Meudon un peu plus riche, Meudon un peu moins riche. Et donc nous, on se disait naïvement, c'est sympathique. Du coup, on veut essayer de faire du Hangar Y un lieu de rencontre, vraiment, de se dire, c'est le lieu de rencontre de tous les publics, parce que, encore une fois, c'est comme s'il y avait plusieurs villes, plusieurs centres-villes, donc c'est en fait des publics qui se rencontrent pas vraiment. Et donc, on a travaillé avec une école de Meudon-la-Forêt, une école de Meudon-Val-Fleury, et donc à la création d'un parcours de médiation sonore qui avait pour objectif d'être présenté dans l'exposition. En parallèle, on développait également des capsules sonores adultes. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des podcasts par les enfants et pour les enfants, du coup. Et donc, il y a évidemment derrière cette idée de co-création que connaît d'ailleurs bien le musée Carnavalet depuis sa réouverture, et qui est assez difficile parfois à mettre en place, mais où nous, je pense qu'on a travaillé en plus avec un partenaire qui était très partant pour faire ce qu'on voulait aussi, donc c'est l'agence de production sonore Nuit Noire, qui en fait nous a suivis dans les écoles concernées pour enregistrer les enfants. Donc on avait développé justement toute une méthodologie, tout un processus pour réussir à intéresser les enfants à l'exposition qui allait être présentée, et donc réussir en même temps à leur faire poser des questions, essayer en tout cas d'avoir leurs réflexions, leurs pensées.
pour enregistrer du coup tous ces éléments qui allaient être ensuite présentés dans les capsules sonores. Donc on avait des ateliers de création artistique en classe autour du rêve, de l'imaginaire, puisqu'encore une fois l'exposition était autour des machines volantes, donc ça évoquait beaucoup de choses. Et pendant que on discutait avec les enfants en classe, il y avait également donc des petits groupes qui se déplaçaient, allaient dans une autre salle avec l'agence Nuit Noire, et pour en fait être enregistrés. Donc là, ils évoquaient plutôt la conquête de l'imaginaire, de l'espace. Mais donc l'idée à la fin, finalement, c'était d'avoir plein d'éléments, plein de questions des enfants aussi directement sur les œuvres d'art qui allaient être présentées, qui ont été montées ensuite en capsule. Donc c'était marrant parce que en fait l'autre pan de cette capsule sonore, c'était donc les enfants me donnaient, mais toute la capsule était animée par un autre petit garçon de 7 ans qui était un jeune podcasteur en fait, et qui avait pour objectif dans le podcast de répondre aux questions des enfants. Donc toutes les questions qu'ils avaient pu nous poser en classe face aux œuvres, en fait, c'est donc le jeune Oden qui leur apportait les réponses et le contenu plus scientifique, en tout cas sur ces œuvres. Et donc finalement, ces podcasts ont été présentés directement en salle d'exposition, au même titre que les capsules sonores adultes. Et voilà, donc c'est vrai que le collaboratif et l'inclusion des publics, en tout cas ici des enfants, des scolaires de Meudon, était le grand enjeu de nos outils de médiation. Et voilà. Après, je peux rajouter des choses, mais peut-être je vais laisser la place aux questions d'abord. Non, merci beaucoup. Et en termes du coup de réception de ces capsules et de ces podcasts, qu'est-ce que vous pourrez nous en dire ? Finalement, on était assez contente, en tout cas assez satisfaite du taux de prise qu'on a relevé sur ces podcasts au sein de l'exposition, parce que le pourcentage, on s'est rendu compte en étudiant après le taux de prise d'autres institutions culturelles parisiennes qu'il était assez proche. Donc nous, on va dire, pour l'ouverture d'un nouveau lieu qui en plus est situé du coup à Meudon, je crois que c'était aux alentours de 7%, et en comparaison, donc c'est 9% dans les grandes institutions culturelles parisiennes. Donc c'était plutôt bien. Et puis en fait, le second pan peut-être aussi qui est intéressant, et comme le soulignait d'ailleurs Mathilda, c'est de savoir que ce sont des outils qui étaient utilisables, en fait, ces podcasts, en dehors de l'exposition, en tout cas, dont on souhaitait qu'ils soient à la fois un moyen d'introduction à la visite et de poursuite de la visite à l'issue de la visite de l'exposition au hangar Y. Parce que donc, je parlais tout à l'heure des bénévoles avec qui on développe des missions au sein de musées parfois. Et ici, notre souhait, c'était vraiment de développer une mission où les bénévoles allaient d'abord en classe, puisqu'on avait des créneaux dédiés aux scolaires. Et donc, leur objectif et leur rôle, c'était d'aller en classe, de présenter certains podcasts pour avoir un moment d'introduction et éveiller la curiosité des enfants avant qu'ils ne se rendent ensemble à l'exposition. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, la médiation numérique est toujours en complément de la médiation humaine. L'interaction est quand même importante et nécessaire. Merci. Il y a effectivement un sujet qui est peut-être celui aussi de la réutilisation, voire du recyclage du numérique. Donc, on évoquera peut-être cette question tout à l'heure lors de nos questions croisées. Alors, il y a peut-être un dernier point avant de laisser la parole à Mathilde Dessier par la suite, qui est celui dédié au pavillon de VR qui a eu lieu au festival Art Explora. Peut-être 2 mots là-dessus. C'est vrai que c'est aussi un sujet, la VR, qui a pris de l'ampleur. Oui, je vais en parler rapidement parce que je pourrais en parler très longtemps. Donc je vais vraiment vous dire 2 mots juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est, et ça me permet aussi de vous parler du festival Art Explora. Léane parlait tout à l'heure de ce projet itinérant, et donc c'est un projet assez fou. C'est un bateau musée qui fait un tour de la Méditerranée. À chaque fois qu'il s'arrête dans un port, c'est l'occasion de 10 jours de festival, et donc on a une offre pluridisciplinaire, donc à la fois une exposition immersive sur le bateau, une expérience sonore, des pavillons d'exposition, une programmation coproduite avec les artistes locaux, et également ce pavillon de réalité virtuelle dont je vous montre
quelques images ici. Et donc, sur ce pavillon, en fait, on a proposé une offre que l'on a coproduite avec Ubisoft. Vous connaissez très certainement la franchise Assassin's Creed. Et donc, on a imaginé des capsules VR avec eux sur la base de ces expériences vidéoludiques. Et donc, on propose la visite de 3 villes en Méditerranée, donc Venise au XVe siècle, Alexandrie à l'époque ptolémaïque et puis Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc l'idée, c'est de proposer de façon gratuite à des publics, pour la plupart néophytes, parce que pour le coup, rares sont les publics, tout le monde n'a pas encore eu accès à des casques de réalité augmentée, de faire pour la première fois ou pour de découvrir ou redécouvrir ce que c'est que la VR avec une expérience d'une dizaine de minutes. Et donc effectivement, là, il y a un caractère inclusif dans le sens où on va proposer de façon gratuite à des publics qui sont des publics qui en fait arrivent sur le festival souvent de façon un peu hasardeuse. Il fallait aussi que ça fasse sens, il fallait aussi pouvoir plonger le visiteur dans cette expérience. Donc dès les programmes muséographiques, l'immersion a été assez rapidement évoquée pour donner une expérience totale, à la fois sensorielle et numérique aux visiteurs, pour que ce soit aussi plus parlant d'un point de vue pédagogique et des contenus. Et donc le scénographe a traduit, donc Casselman, qui est un scénographe anglais, a traduit ces demandes par des grandes installations scénographiques qui jalonnent le parcours. Donc je vais vous détailler certaines aujourd'hui. Donc on est entre escale et traversée. Escale qui sont les équivalents de studios et traversée l'équivalent de grandes galeries thématiques. Et voilà, donc ces grands espaces qui sont à chaque fois jalonnés par une installation architecturale ou numérique. Donc moi j'ai un peu 2 aspects, donc un premier aspect sur le super pouvoir peut-être du numérique pour l'accessibilité et un deuxième aspect sur peut-être le numérique comme kryptonite de l'accessibilité, voilà. Et donc dans la partie super pouvoir, donc je vous le disais, sur cette capacité d'immerger le visiteur, de lui donner accès peut-être plus facilement à nos contenus, de façon un peu plus direct, puisqu'on démarre dans le Musée national de la marine par une coque immersive qui va plonger le visiteur de façon aussi sensible sans transmettre de contenu informatif sur nos enjeux de la mer. Donc on lui montre que la mer, c'est, en tout cas chez nous, la marine, c'est sous, sur et au-dessus des mers, sans explication particulière, ce qui lui permet aussi de se laver du monde extérieur. Donc cette immersion-là, elle nous paraissait essentielle pour démarrer la visite. Elle est complétée par un dispositif low-tech complètement, qui est ce qu'on appelle un espace repère avec des objets représentatifs de la mer et de la marine et de l'imaginaire maritime. Et donc pour en faire aussi un espace accessible, donc déjà on a travaillé à ce que cette coque ne soit pas obligatoirement empruntable pour les publics notamment ayant de l'hypersensibilité ou des troubles du spectre autistique. Et également, on a complété cette immersion par l'installation d'une infrabasse dans un banc à l'intérieur de la coque pour compléter l'immersion pour les publics en situation de handicap visuel ou en situation de handicap auditif qui n'auraient pas, qui auraient un sens, on va dire, qui serait privé d'un des sens pour l'immersion. Je regarde aussi mes petites notes pour ne rien oublier de vous dire. Hop. Alors, bien sûr, donc le numérique comme immersion et comme expérience à proprement parler, ça nous a paru très important. Mais aussi, le numérique, on s'en est beaucoup servi au musée comme un moyen de transmettre l'accessibilité. Alors, en termes de méthodologie, je pense que c'est intéressant de savoir qu'on a beaucoup travaillé avec les publics. Dans un premier temps, dans le cadre de comités de relais, donc avec des relais associatifs du handicap, puis avec les publics en situation de handicap directement, pour valider aussi nos approches. Et typiquement, pour un parcours qu'on a voulu accessible au musée, des parcours de dispositifs de médiation qui s'appelle le parcours essentiel. On a travaillé dans un premier temps avec les relais du handicap qui nous ont listé un peu tous les besoins d'accessibilité qu'on avait déjà bien en tête évidemment, mais de confirmer l'approche avec le besoin de braille, de facile à lire et à comprendre, de langue des signes française, une approche facilitée pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil, avec peut-être des leviers de motricité le plus simple possible. Voilà, donc on a vraiment balayé avec eux à travers des schémas et des plans scénographiques ces besoins-là, alors qu'on aurait pu traduire par quelque chose de complètement low-tech en fait, avec un bac, avec des fiches FAL comme ça peut se faire, etc. Et
au fur et à mesure de nos réflexions et aussi parce que les publics nous avaient, dans mes précédentes expériences, j'avais pu l'observer, ont aussi cette envie de partage comme n'importe quel public, en fait, avec ou sans handicap. Au musée, ils viennent fréquemment accompagnés, dans un cadre peut-être familial aussi, avec une envie de partager une expérience commune. Et donc ça, c'était un point très important pour nous, ce qui nous a mené à ne pas développer des outils rangés dans des bacs, mais vraiment un outil centralisé sur ce qu'on appelle, nous, l'écran d'accessibilité, dans cet outil essentiel. Alors, un petit point qui était très important pour nous en termes d'approche de médiation, les œuvres et les dispositifs sont toujours en lien. On n'a pas de dispositif numérique gratuit, entre guillemets. Il y a toujours soit l'œuvre à proximité qu'il va aborder, soit effectivement c'est une temporalité pour mobiliser ce qu'on appelle un registre différent de visiteurs ou une posture différente de visiteurs, à savoir un moment ludique où on a par exemple le numérique, on utilise une Kinect pour faire un jeu de pont. Et là, c'est un temps vraiment pour mobiliser le corps, faire une pause dans la visite et en même temps, à travers ça, apprendre qu'il y avait des jeux sur les paquebots au niveau du pont qui étaient faits de façon, en loisir quand on était en croisière. Voilà déjà pour donc, le dispositif essentiel. Peut-être pour vous le résumer, les dispositifs, on en a 8 au total dans le parcours. On les a vraiment voulus en accessibilité universelle. Cette accessibilité, donc, elle se traduit principalement par l'écran d'accessibilité. Mathilde, oui. Peut-être une définition de ce que vous avez acquis en tant que accessibilité universelle, design universel, juste pour... Alors, accessibilité universelle, ça rejoint un peu la définition de l'inclusion pour nous. C'est un outil qui va... c'est partager une expérience commune. C'est vraiment ça notre point fort, notre réflexion forte au musée. Donc, pour cela, on va développer plein d'alternatives d'adaptation d'accès au contenu. L'outil va être central et le même. Donc vous avez par exemple ici en exemple une coque, un modèle en fait de coque qui est reproduit de façon le plus réaliste possible et qui va être associé à différentes versions de contenu pour vous permettre d'une accessibilité complète. La petite particularité qu'on a aussi, on en a plein, mais voilà, on a expérimenté pendant 6 ans, donc on a pu tester des nouvelles choses. Et donc par exemple dans l'aspect universel qu'on a voulu creuser, le parcours audio qu'on appelle nous professionnellement parlant, c'est pas du tout formulé comme ça pour les publics, en audio description scénarisée. Et le même audio pour une personne en situation de handicap visuel qu'une personne qui n'a pas de problème de vision. Aussi dans cette optique de se dire on veut qu'ils partagent une expérience commune et donc du coup l'audio va guider l'approche tactile, mais ça va vraiment être utile à tous et ça on l'a testé auprès de nos différents publics lors de différentes phases de comité d'usagers ou de tests de prototypes. J'ai répondu. Ouais, c'est parfait. Merci. Donc sur cet outil-là, donc on a un écran effectivement avec ensuite une approche en braille quand même pour traduire le cartel qui va vous initier à l'expérience que vous allez mener et le contenu que vous allez découvrir. Comme ça, vous pouvez avoir le choix ou pas de passer à l'expérience suivante. On a aussi mis des pictos, des sens qui sont mobilisés parce que ça nous paraissait important, notamment pour les publics en situation de handicap mental et les publics hypersensibles, de pouvoir identifier quels sens étaient mobilisés parce que certaines personnes ont vraiment des grosses difficultés avec le toucher, d'autres avec l'odorat. Donc voilà, ça vous permet aussi de faire ce choix. J'ai parlé de description scénarisée. On a bien sûr dans l'écran du coup de la langue des signes française et du français facile à lire et à comprendre qui se traduit en audio et en texte. Alors ça aussi, ça fait partie des résultats de nos tests, de maintenir les deux versions en fonction des visiteurs. Dites-moi. Il semble effectivement aussi que vous ayez des adaptations qui ont quand même fait l'objet d'arbitrages politiques forts, c'est-à-dire le fait que vous ayez des scénographies adoucies pour certains publics, oui. Mais aussi qu'il y ait cet espace, la bulle, qui est inspiré de l'espace Snowzelen, oui. Et ce qui fait quand même qu'on va au-delà du dispositif qui peut être sans un espace, mais qui d'un point de vue, disons, politique de l'institution, prend moins d'enjeux que aller jusqu'à effectivement choisir à que certains horaires puissent être dédiés à certains publics, ou en tout cas répondre à certains besoins. C'est aussi finalement un musée, une institution qui a des enjeux économiques, donc ça peut également avoir un impact sur cela. Comment ça s'est arbitré du coup ce projet ? Alors effectivement, donc je vous reparlerai
petit point après, mais effectivement pour cette partie-là, donc pour moi ça rentre vraiment dans le numérique qui a été notre petite kryptonite aussi et qui a poussé à cette réflexion pour une meilleure accessibilité. Donc certes, le numérique est là pour transmettre un maximum de contenu, une expérience, vraiment rythmer le parcours aussi, mais on l'a identifié tout de suite dès qu'on a su qu'on aurait un parcours immersif, que malgré les contournements de ces dispositifs-là, il fallait qu'on pense à un aménagement pour le confort de tous. Ça faisait aussi partie des réflexions qu'on avait eues parce que lors des précédents postes que j'avais occupés, j'avais rencontré des familles de publics avec d'enfants avec TSA notamment, qui avaient vraiment cette réflexion de se dire je n'ai pas de lieu d'apaisement dans les établissements publics et je me retrouve du coup à m'isoler, à plus sortir avec mon enfant parce que je ne veux pas me retrouver dans la situation de devoir gérer une crise sensorielle en milieu de parcours et d'être du coup jugée ou d'être encore plus dans un mal-être. Donc j'avais un peu ça en fond de réflexion quand même. Et donc l'immersion a vraiment confirmé ça. Donc on a effectivement une vague immersive qui est au centre de notre parcours permanent, qui peut être contournée mais un peu plus difficilement que la coque, c'est-à-dire que vous êtes obligé de descendre d'un étage pour remonter de l'autre côté. Et cette vague-là qui va traiter des thématiques des tempêtes et des naufrages est aussi très forte émotionnellement par les sujets qu'elle transmet. Donc on a eu cette réflexion de se dire on a nécessairement besoin d'un espace d'apaisement. Et ça s'est traduit, alors très vulgairement, on s'est dit on ne peut pas non plus créer juste une pièce placard à balai où vous êtes isolé et stigmatisé d'autant plus. Donc on a vraiment cherché la bonne méthodologie pour ça, pour favoriser un apaisement qui soit utile pour les publics hypersensibles, peut-être même connu en termes de méthodologie. Et donc cette méthodologie-là, c'est la méthodologie Snozelen, qui est donc une méthode médicale au départ qui existe depuis les années 70, qui a vraiment cette optique de, par le sens qui est mobilisé, favoriser l'apaisement et le recentrage. En fait, les crises hypersensorielles, c'est vraiment que vous avez une surstimulation qui vous décentre complètement de votre concentration et de votre état dans le temps présent. Et donc, une stimulation spécifique choisie, c'est très important, va permettre ce recentrement-là. Donc on s'est inspiré de cette méthode. Cet espace, il a été intégralement co-construit. Ça, c'est vraiment important. C'était très important pour nous aussi de ne pas nous tromper sur les angles de la pièce, jusqu'à même la perforation. Ils ont co-construit le parfum. Il y a des espaces sensoriels. Donc il y a 3 ambiances, une ambiance neutre, une ambiance apaisante et une ambiance stimulante. Et donc il y a des odeurs qui sont associées à ça, que vous pouvez choisir d'aller rencontrer ou pas. Et donc ça, on a vraiment tout construit avec eux, le placement du coussin, le placement d'un disque acoustique, etc. Donc ça a vraiment été très intéressant comme approche. Et en réponse du coup à une difficulté d'accessibilité liée au numérique, on a utilisé du numérique caché pour favoriser l'apaisement. Et vous parliez effectivement, Viviana, de la scénographie adoucie. Ça fait partie des réponses qu'on a eues aussi en complément, en s'inspirant des heures silencieuses qu'on peut avoir par exemple dans les supermarchés, de se dire on a un espace très immersif avec une ambiance sonore qui est présente tout au long du parcours. Et donc sur des temps donnés, les mercredis matins et les dimanches matins, on a obtenu d'avoir une vague adoucie, de la luminosité, alors qu'on est en train toujours de retravailler parce qu'on est en perfectionnement total et constant. Sur l'accessibilité, c'est toujours le cas, je pense. Sur un niveau de luminosité atténué et en tout cas harmonisé, et ne pas avoir de grandes ruptures, ni sonores, ni visuelles tout au long du parcours. Et on s'est rendu compte que ces éléments-là associés du coup au sac du marin, donc, qui est un outil de visite en autonomie qu'on a co-construit pour les TSA, dont vous avez eu un aperçu de la carte sensible par Mathilda. Ce sac-là, du coup, va compléter aussi et donc va permettre. Donc on a vraiment pensé d'abord l'accessibilité physique du lieu, et une fois qu'on était garanti d'avoir cette accessibilité, on a proposé un sac de visite en autonomie pour les familles de 3 à 5 ans, pour aussi pouvoir se préparer en amont. On a des vidéos des espaces, on a la carte sensible, etc. Et on associe ça aussi bien sûr avec tout plein d'outils de confort, donc des casques anti-bruit, des balles anti-stress, des petits widgets, on a des gilets lestés, voilà. Donc on a essayé d'avoir une offre la plus globale possible sur la partie accessibilité pour les publics TSA. Et si je peux juste compléter sur une petite particularité aussi qu'on a eue,
et vous ouvrir, enfin je reviendrai juste sur 2 points avant de laisser la parole. Sur le numérique, on a aussi travaillé sur un numérique pour varier les approches. Donc on a effectivement le parcours essentiel, mais on a aussi des dispositifs dans notre web app qui s'appelle La Boussole, qu'on a vraiment travaillé pour être le plus audio possible, voilà, ne pas favoriser une présence d'écran dans une scénographie très immersive, avec voilà, des approches peut-être un peu plus émotionnelles, parfois un peu plus sensibles selon l'approche des parcours. On a aussi travaillé à ce que l'écran d'accessibilité pour les essentiels n'identifie pas un handicap dans le contenu proposé, mais plutôt une modalité d'accès. Et donc typiquement, voilà, on a des parcours sans besoin spécifique, des parcours en audiodescription, des parcours faciles à lire et à comprendre, mais on n'a pas dit voilà, parcours pour les personnes en situation de handicap visuel, etc. Parce qu'on sait que par exemple les parcours faciles à lire et à comprendre sont employés aussi pour les personnes en apprentissage du français, pour les enfants. On a aussi beaucoup d'adultes, on se rend compte qu'ils le prennent parce que ça les rassure beaucoup de se dire voilà, j'ai une première approche facile, après je creuserai les contenus un peu plus experts au besoin. Un point qui m'y fait penser par rapport à la VR, on a aussi collaboré avec Lumine, qui est une société qui développe des parcours de visite virtuelle, là cette fois-ci pour du hors les murs, pour de l'accessibilité des contenus du musée en dehors de ces murs, notamment pour les publics en gériatrie, en EHPAD, etc. Et si je peux me permettre une petite ouverture, donc dans le côté kryptonite, et typiquement dans l'exemple du sac du marin qu'on a évalué l'été dernier, on a suivi du coup plusieurs familles en toute discrétion, sans qu'ils ne nous repèrent hein, au sein du parcours, pour ensuite les questionner. Et on a pu du coup identifier vraiment les approches sans être visibles. Et on se rendait compte, donc je vous parlais des escales et des traversées, dans les escales, il y a très peu d'écrans, très peu de présence numérique dans ces espaces-là. On se rendait compte que les enfants, qui sont assez petits, hein, ils ont entre 3 et 5 ans, aller vraiment regarder en profondeur dans les vitrines, utiliser beaucoup notre outil pour comprendre ce qui se passait. Et dès la première traversée qui traite du commerce en mer, on a un écran avec une interview d'un pêcheur, et là, un enfant de 3 ans se précipite dessus, et ça a été vraiment du quasi 100%. Donc cette approche-là du numérique, on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi une kryptonite pour l'attention de nos petits visiteurs. Et donc voilà, on s'est questionné sur potentiellement dans nos prochaines expositions temporaires ou une orientation des écrans pour permettre que ce ne soit pas la première approche que vous ayez en rentrant dans un espace, pour éviter que ensuite vous soyez amené à picorer uniquement les écrans en oubliant complètement que vous avez des œuvres à voir dans le musée. Et en contrepoint du coup, alors je saurais moins bien en parler que Lucie Aert, effectivement, qui est la responsable du service, il y a une étude du Prisme qui est en cours là, sur les parcours qu'on propose dans la boussole, et sur justement le fait que peut-être le regard peut être facilité par de l'immersion sonore. Et donc il y a eu toute une étude avec des panels de visiteurs qui avaient de l'immersion travaillée avec du son binaural, vraiment des effets sonores, etc. Peut-être le son binaural rappelé pour Alors oui, le son binaural, c'est un son spatialisé en fait, hein, dans la façon de le concevoir, où vous allez pouvoir avoir l'impression que quelqu'un vous parle derrière vous, devant vous, etc. Donc avec ce travail-là de son très travaillé, très spatialisé, versus des enfants qui n'avaient un accès au contenu un peu plus sobre, on va dire. Et voilà, et donc les études sont encore en cours de travail, mais ce qu'on a pu identifier, c'est vraiment ce renfort de l'attention peut-être, et en tout cas des informations retenues par ce travail de l'immersion. Donc voilà, en contrepoint, ces 2 éléments. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer au moment de partage. C'est vrai que vous montrez par exemple des sacs, ce sont des objets qui ne sont pas eux-mêmes numériques, mais tout de même derrière, il y a sans doute la barrière du numérique et celle du site internet. Le site internet, parfois on l'oublie, mais c'est véritablement la première porte d'entrée. Ça fait par ailleurs partie du cahier des charges pour décerner le label tourisme handicap que nos institutions culturelles peuvent avoir du coup, en respectant certains critères. Et justement, peut-être quelques mots sur le site internet. Comment réussir à avoir un site internet d'institution muséale, disons réussi, accessible, inclusif?
Alors oui, parce qu'effectivement, comme on n'aime pas beaucoup dormir au musée de la Marine, on a aussi rénové le site internet en même temps que tout le reste. Et donc on s'est aussi beaucoup posé la question effectivement de comment on allait... Alors il y a encore beaucoup de choses à refaire en termes d'arborescence pour faciliter les choses, mais on a vraiment, déjà dès le cahier des charges, on a inscrit comme critère obligatoire de réalisation, que ce soit dans le parcours scénographique d'ailleurs, dans la boussole ou dans le site internet, des obligations d'atteinte en accessibilité. C'est-à-dire qu'on se rendait compte par le biais d'homologues aussi qui avaient fait ce travail-là que sans ce vecteur légal dans le marché, les prestataires peuvent très vite mettre de côté les questions d'accessibilité. Voilà, c'est facile à zapper. Et ensuite, une fois qu'on arrive en bout de course, c'est trop coûteux de le réintégrer. Donc ce moyen-là d'avoir que l'accessibilité soit soumise à validation à chaque étape et que vous pouvez être bloqué pour la phase suivante et donc le paiement de votre travail. Concrètement, si vous ne respectez pas nos critères d'accessibilité, voilà, ça a été un vrai aussi, je pense, levier de pouvoir suivre très fortement ces sujets-là. Et donc en termes d'accessibilité, en tout cas sur les pages qui sont dédiées aux individuels, moi j'ai vraiment travaillé sur des entrées par typologie de handicap en scindant le plus possible. Et donc typiquement j'ai une page dédiée au public hypersensible. J'ai séparé les pages du public sourd ou des publics malentendants parce qu'en fait on a travaillé sur une question de pratique. Voilà. Les outils qui vont être mobilisés et la recherche de solutions ne va pas être la même selon les typologies de visiteurs et de handicap. Au-delà de ça, on fait aussi beaucoup de ponts entre nos publics Je viens en famille à nos solutions d'accessibilité associées. On a aussi des outils inclusifs, typiquement le sac du marin est utilisé par toutes les familles, pas seulement les publics en situation de handicap. Et donc via ce travail sur l'arborescence, on a beaucoup travaillé aussi avec ComAccess, qui est du coup notre AMO accessibilité web, qui a travaillé à la fois sur le site internet et la boussole, qui répond en fait aux mêmes exigences, tout ce qui va être application mobile, web app, etc., répond maintenant aux mêmes besoins légaux de ce qu'on appelle le RG2A, donc les réglementations d'accessibilité web numérique. Enfin voilà, je ne sais plus l'acronyme exact. Et donc on a réussi à obtenir, typiquement pour le site internet, on est en moyenne à 99% d'accessibilité numérique, ce qui est quand même un très bon taux. Et là où voilà, on analyse aujourd'hui l'usage, on fera sans doute des tests usagers pour voir si l'accès à l'information sur notre site internet est clair. Mais en plus, on est un musée en réseau, donc c'est pas évident de construire une arborescence efficace. Mais voilà. En tout cas, de notre point de vue, on a fait le maximum à la fois dans la façon de concevoir l'approche par les publics, l'accessibilité technique web et nos besoins après de tout transmettre au maximum. Alors, ce que vous évoquiez, Mathilda, me parle beaucoup de transmettre au maximum pour préparer en amont. Donc la carte sensible, des vidéos du musée en amont, peut-être une photo, je trouve ça hyper pertinent d'une médiatrice, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous répond. Oui, absolument. Et un tout dernier mot, finalement, parce que ça m'a fait penser à quelque chose qui est le registre public d'accessibilité, qui est un document obligatoire par réglementation depuis 2017, que nos institutions parfois tardent encore à mettre en place malgré cette obligation. Et c'est un document qui doit être présent sur site, est aussi en ligne. C'est un document qui recense déjà la politique, la stratégie de l'institution, l'ensemble des informations pratiques, mais aussi l'ensemble des programmations humaines et des dispositifs. Donc, je suppose que vous avez aussi fait un travail assez important sur ce document qui est essentiel. Oui, alors la petite nuance, c'est que pour le label Tourisme et Handicap, effectivement, il est obligatoire de l'avoir et sur place et en ligne. La réglementation demande l'un ou l'autre. C'est et où. Donc nous, pour l'instant, on l'a uniquement en ligne. Oui, ça a été un gros travail là aussi. Alors on est rentré vraiment expressément dans le détail, notamment sur nos sites non rénovés encore. Donc on est un musée en réseau, on a 5 sites au total, où on a tout un aspect où on va faire comme une déambulation écrite que j'ai essayé de travailler comme le plus français facile. C'est pas du Falk pour autant, mais voilà, et où on va vraiment à chaque fois identifier, bon ben là, vous pouvez aller dans tel endroit, attention, ces escaliers-là ne répondent pas aux normes d'accessibilité handicap visuel, et vous avez un picto à chaque fois de petites attentions. Donc ça a été un gros travail d'approche. En fait, jusqu'à présent, les RPA que moi j'avais vus, donc les registres publics d'accessibilité que j'avais vus, étaient assez synthétiques, effectivement, parce que c'est un travail très long à faire, et présentaient beaucoup l'offre de médiation humaine, peut-être les solutions ou les manquements sans détailler le cheminement. Donc personnellement, je l'ai vraiment extrêmement poussé. Donc il y a effectivement une partie sur
le cheminement et les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer, les outils de confort bien sûr, la médiation humaine, la programmation. Et il y a aussi tout un élément qui est obligatoire là encore sur les travaux que vous avez prévus. L'ADAPT, un fameux document qui nous terrorise. L'agenda d'accessibilité programmée, donc qui est aussi là issu du coup de la loi 2005 et qui a été renforcé parce qu'en 2015 beaucoup d'établissements n'avaient pas démarré leur rénovation, et en tout cas leurs aménagements en termes d'accessibilité. Donc voilà, on note les projets de travaux et potentiellement aussi les éventuelles maintenances. Si vous avez un ascenseur, c'est hyper important pour les publics de savoir qu'il y a peut-être une panne ou une maintenance tel jour. Donc voilà, il y a vraiment tous ces volets-là qui sont accessibles depuis notre site internet pour l'instant. Nos musées des ports l'ont sur place à l'accueil aussi. Notre musée à Brest, Port-Louis, Toulon et Rochefort. Et on l'aura bientôt aussi à l'accueil en imprimé. Super, excellent. Bon, merci beaucoup. C'était 3 présentations extrêmement complètes et complémentaires et dynamiques. Donc merci. On va peut-être revenir sur une slide générique. Maintenant, on va passer à notre deuxième partie de table ronde qui est plus transversale. On est aussi face à un auditoire de jeunes professionnels, de futurs jeunes professionnels. Donc ma première question porterait sur, d'après vous, quelles sont les compétences à acquérir, à la fois dans une formation initiale, mais on le sait très bien aussi dans des formations continues, sachant que, je vous rejoins, comme le disais tout à l'heure, on n'arrête jamais de se former sur ces sujets, qu'il s'agisse de l'inclusion sociale, qu'il s'agisse de l'accessibilité, ou qu'il s'agisse aussi du numérique. Il y a toujours un besoin de veille et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Donc, d'après vous, quelles seraient, chacune d'entre vous, des compétences clés et de quelle manière les acquérir, voire en quoi pour vous elles sont autant importantes? On commence peut-être par Mathilde. Oui, du coup, sur la partie vraiment purement accessibilité, alors moi je suis passée pas loin de rentrer dans la première promo parce que du coup à l'époque il n'y avait pas encore l'alternance et j'avais une alternance possible au Grand Palais, donc j'ai privilégié cette formule-là, mais du coup ça faisait partie typiquement des formations qui m'intéressaient beaucoup parce que justement je pense que ça permettait de rentrer dans des outils pratiques et de rentrer dans vraiment les pratiques d'aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel dans notre façon de formuler l'accessibilité au musée de la Marine. On s'est beaucoup inspiré de comment les usagers utilisent un smartphone ou une tablette aujourd'hui. Et donc voilà, déjà d'avoir une vraie veille sur la partie pratique des visiteurs, tests. Je pense que les meilleures formations sont les rencontres avec les gens. Suivre des visites de terrain, aller à la rencontre des associations, faire du bénévolat, voilà, ça je trouve que ça a été hyper essentiel et donc je ne sais pas comment vous l'avez vécu, je pense que ce sera peut-être la même approche pour Mathilda Verdé, mais moi mes mémoires de recherche m'ont aussi beaucoup formée sur les questions d'accessibilité, sur les questions d'approche numérique et au-delà des cours bien sûr qui sont essentiels. Donc on a ces aspects-là et donc après il y a plein de formations en tant que professionnel ensuite qui vous permettent d'affiner plein de sujets, mais je pense que l'approche des publics elle est déjà, voilà, ça a été plein de leviers de réflexion, plein de confirmations aussi d'approche, donc voilà, ce serait ma réponse. Je me rattache aussi à ce que Mathilde dit pour la connaissance, pour s'approcher en tout cas au public avec troubles du spectre de l'autisme, il faut les connaître. Donc il faut vraiment aller à leur rencontre, il faut parler déjà avec les professionnels qui les entourent, qui sont beaucoup et différents, les psychologues, les accompagnateurs, les spécialistes, les enseignants. Donc toutes des personnes qui peuvent justement fournir des informations sur la grande diversité de ce type de public. Puis rencontrer les publics, c'est la manière la plus facile pour les comprendre, pour comprendre aussi toute cette grande diversité de chaque personne et puis oui voilà, donc se former pour ce qui concerne mon projet. Moi j'ai dû me former aussi à la communication alternative améliorée, ce qui est quelque chose qui n'est pas très encore connu, qui est vraiment très associé à ce milieu, donc savoir comment l'utiliser, à quoi elle sert, d'où elle vient, et finalement quand on se rapproche de ce type de communication, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le sens beaucoup plus large. J'ai même rencontré des personnes qui l'utilisaient pour des personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple, parce que voilà, il s'agit de toute façon de pictogrammes. Donc ce type de formation, lorsqu'on veut utiliser un outil, en tout cas qu'on ne connaît pas forcément,
voilà, se former pour la prise en main de l'outil et qu'on puisse donc faire le lien avec l'outil et les personnes qui l'utilisent et qui vont l'utiliser. Alors des conseils, je trouve ça toujours difficile. Donc je vais juste parler de mon expérience propre, humblement, dans le sens où, alors moi je suis pas spécialiste de l'accessibilité, je vais peut-être plus parler de la partie gestion de projet numérique. Pour le coup, moi j'ai plus un profil hybride, donc si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être les vertus de la curiosité et de l'hybridation, enfin le test and learn beaucoup, dans le sens où je suis historienne de l'art de formation, et donc j'ai commencé par travailler sur des projets de médiation culturelle et de gestion de projets culturels classiques, donc en exposition, en archives, etc., pendant un petit bout de temps avant de tomber sur un projet de médiation numérique qui m'a passionnée. Je me suis mis à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, à vouloir parler avec les développeurs avec leurs propres termes. Et donc j'ai repris moi une formation ensuite en gestion de projet numérique et j'ai un peu métissé les deux types de compétences. Alors après moi je trouve aussi que la gestion des projets numériques et la médiation numérique, elle est très proche de la médiation culturelle, dans le sens où ce qu'on va faire, comme le travail qu'on a fait par exemple sur Explore Academy, de réfléchir à quels sont les usages des visiteurs, etc., est très proche de ce qu'on peut faire dans un musée en physique. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire entre le métier du UX designer, par exemple, et le métier de scénographe. Enfin, voilà, il y a plein de ponts qui se font. Donc peut-être être curieux et puis pas avoir peur du test and learn, de tester des choses. Effectivement, d'être à l'écoute des usagers. Donc, comme je vous le disais, moi je ne suis pas spécialiste spécifiquement de l'accessibilité, mais on a quand même travaillé avec des bénévoles, avec des focus group d'utilisateurs pour imaginer la plateforme. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place un plugin d'accessibilité qui s'appelle Userway, qui permet de travailler notamment sur les contrastes des polices, les tailles, la navigation clavier, etc. Donc peut-être aussi cette posture-là d'humilité, de se dire qu'on ne sait pas tout et que le mieux c'est encore d'écouter les publics et de connaître leurs besoins, enfin d'identifier leurs besoins pour y répondre. Tout à fait, je rejoins Mathilda sur ce point. En fait, on travaille finalement beaucoup, on est très à l'écoute des publics parce qu'on a l'occasion de les rencontrer pas mal, notamment avec les missions bénévoles. Donc ça permet comme ça de comprendre quels sont les besoins spécifiques de chacun. Et donc ensuite, quand on se met à produire des outils de médiation, à essayer d'y répondre le mieux possible. Et par ailleurs, du coup, c'est vrai qu'on a cette chance avec Mathilda de travailler beaucoup ensemble et donc de se compléter aussi sur les questions à la fois numériques et d'inclusion et de comment les outils ensuite sont pris en main. Et ensuite, c'est vrai que je dirais, comme les filles le disaient, mais continuer de se former, c'est toujours très intéressant. On apprend toujours beaucoup de choses et avec Mathilda, notamment, on a eu la chance de participer à un DU, un diplôme universitaire de Paris 1, de la Fondation Paris 1, qui est dirigé par Yael Créplac, une chercheuse. Et donc sur ces méthodes en fait et les pratiques d'accessibilité dans le patrimoine culturel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, en plus, c'est un DU qui mélange des étudiants et des professionnels. Et finalement, je trouve que c'est ce qui est toujours le plus enrichissant, c'est de travailler avec des personnes, d'échanger avec des personnes qui font pas du tout la même chose que nous, en fait, souvent, d'être avec des étudiants en archéologie, par exemple, quand on parle d'accessibilité et de patrimoine, on a des visions qui sont parfois très opposées, mais en fait très complémentaires, et ça nourrit beaucoup, en fait, ensuite, dans le travail quotidien. C'est intéressant parce que de cela ressort que finalement les métiers du numérique, les métiers de l'accessibilité, on peut imaginer que ce soit des experts. Alors ça c'est un peu plus rare. Il y a peut-être des référents effectivement, notamment en accessibilité au sein de nos institutions, mais finalement c'est des compétences transversales sur n'importe quel type de périmètre en fait, qu'il s'agisse du médiateur du terrain, qu'il s'agisse du chef de département, même de conservation. Dans tous les métiers finalement du musée et du patrimoine, il y a toujours
besoin d'avoir ces sensibilisations, ces ouvertures. Et c'est important aussi peut-être de rappeler qu'il s'agit parfois des compétences qu'on peut ne pas avoir au départ, mais le fait de s'entourer avec des spécialistes, de prestataires, de partenaires, etc., peut venir à combler et surtout peut nous aider à réaliser un projet réussi. Et bien entendu, travailler avec les communautés autant que possible, tester. Donc il y a l'action notamment de la préfiguration, je suppose, du musée national de la marine qui a permis de tester des dispositifs avant de les déployer véritablement. C'est une étape cruciale dans ces enjeux de réalisation. Merci. J'ai effectivement une autre question qui interroge, on ne se la pose pas souvent, mais c'est celle du recyclage numérique. C'est-à-dire, on réutilise des données graphiques, des données de contenu, voire parfois on réutilise des dispositifs eux-mêmes pour ne pas racheter à chaque fois, pour pouvoir les déployer à la fois dans des expositions temporaires, réussir à les réutiliser par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans vos pratiques par des projets ou par le fait d'observer éventuellement cela dans les institutions que vous primez, par exemple? Alors de notre côté, oui et non. Oui, parce que en fait, comme on est un musée en réseau, on savait que certains sujets ou thématiques de dispositifs pouvaient être réemployés dans d'autres établissements, en tout cas formellement. La réalité est que, en fait, comme on a extrêmement lié les dispositifs numériques aux œuvres et qu'elles évoquent à chaque fois une œuvre qui se présente en vitrine, on peut difficilement l'exporter sans un redéveloppement derrière. Mais pour autant, voilà, on se permet de le faire. Ça va être le cas sur le sauvetage en mer, par exemple. On a tout un dispositif type arcade où vous pouvez, entre guillemets, jouer au sauveteur sur des scénarios réalistes qui vous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est une chaîne de sauvetage. Et donc ça, on va le réutiliser à Port-Louis, par exemple. Et sur le recyclage aussi, alors on avait, là où je dis plutôt non, malgré des efforts, c'est qu'on a difficilement la possibilité sur certains formats numériques d'anticiper le côté la technologie va périmer. Et donc ça a été le cas par exemple sur plein de mini-sites qu'on avait en ligne sur notre ancien site internet et dont la technologie s'est arrêtée, je crois que c'était un format d'Acrobat ou quelque chose comme ça, et qui du coup fait partie de nos archives aujourd'hui, dont les contenus sont toujours très intéressants. Donc là on est en train de s'interroger sur comment réutiliser peut-être ces contenus et les retraduire dans une technologie plus actuelle, parce que là aujourd'hui on peut vraiment plus décemment l'employer. Donc ça typiquement c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu anticiper. Il y a 10 ans c'était ultra innovant et en fait ça a complètement chuté. Voilà, donc on s'est retrouvé coincé avec l'obligation de retirer ça de notre site. D'où l'importance des archives. Absolument, il faut vraiment garder les fichiers sources au tout démarrage. On a notre ancien collègue du numérique qui est parti du musée, et donc on s'est retrouvé dans cette jonction où on s'est dit oh, mince, il faut qu'on sauvegarde tout ça. Comment on va faire que ce soit pour l'audiovisuel ou le numérique d'ailleurs, archivez bien. Et il y a aussi peut-être la question de la restauration du numérique. Moi, je me suis trouvée dans ce cas de figure à l'Arc de Triomphe avec un dispositif de 2008 qui est tombé en panne et qui nous a mis en grosse difficulté. Pendant 8 mois, on ne trouvait personne qui pouvait le réparer. Jusqu'au jour où j'ai pensé à Omar Pescar, que vous connaissez probablement, certains l'ont eu comme un enseignant-professeur, qui, je ne sais pas s'il est là, Omar, aujourd'hui, peut-être pas, mais qui est passionné d'autres numériques et en fait qui est venu en consultation et qui nous a permis d'identifier là où c'était les problèmes et de restaurer le dispositif sans le rénover, juste de le réparer. Donc c'est aussi des compétences qu'on peut chercher. Peut-être continuer effectivement sur la question du recyclage. Pour ce qui concerne mon projet, même si c'est pas effectivement encore matériel, tout ce qui est du remploi des pictogrammes, c'est quelque chose qu'il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des centres de création de pictogrammes, surtout le plus grand et le plus international, s'appelle Arazac, donc c'est un centre aragonais de création de pictogrammes. Donc c'est vraiment du remploi de ce type de contenu digital, de dispositifs qui vont être
donc assimilés dans cette application, par exemple, ou qui peuvent être très bien exploités pour aussi des interfaces qui sont mises sur des autres types de contenus. Ou sinon, il y a aussi la question du remploi d'autres bases telles, par exemple, il y a une application qui s'appelle Asterix Grid, donc toutes ces applications qui existent déjà pour la communication alternative améliorée, donc qui peut aussi en effet être tranquillement réutilisée, réemployée. De toute façon, cette application, mon projet était vraiment quelque chose, une interface pour permettre de passer par des visuels pour parler et communiquer. Il ne s'agit pas donc d'aller trop dans la création non plus, c'est du remploi en effet qui est fait dans ce cas-là. Pour compléter sur la partie réemploi, donc pour Art Explorer Academy, on n'est pas effectivement sur du multimédia ou des dispositifs in situ avec des différents devices et du hardware, mais pour le coup, on est aussi dans une perspective de réutilisation des contenus qui existent déjà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait sur Art Explorer Academy, en plus de l'offre des cours, on a toute une bibliothèque de vidéos et de podcasts qui parlent de différentes choses en histoire de l'art, et l'idée c'est justement de ne pas avoir à les produire nous-mêmes, mais en fait de partir de ce qui se fait déjà et de ce qui se fait très bien d'ailleurs par tout un tas de créateurs de contenu. Il y a plein de gens qui font des choses super sur YouTube, sur différentes plateformes de podcasts. Les musées font des choses excellentes également, et en fait on joue le rôle aussi nous d'agrégateurs de contenu. Donc il y a cette fonctionnalité qui est super sur Internet, qui est l'embed, ce qui nous permet de ne pas avoir à créer des nouveaux contenus quand on veut parler de quelque chose, mais en fait plutôt d'aller relayer les contenus qui sont déjà faits par d'autres sur notre plateforme, et après on est plus sur une curation. Donc pour le coup, toute la partie bibliothèque de l'académie est vraiment dans une logique de réemploi. On a une personne au quotidien qui fait de la veille sur tout ce qui se fait sur Internet et qui fait de la curation de contenu pour aller parler de différentes thématiques en lien avec les parcours, et également toujours dans le respect de la propriété intellectuelle, puisqu'on contacte à chaque fois les personnes qui ont créé les contenus pour demander l'autorisation de réutilisation de leur contenu sur la plateforme. Si je peux compléter peut-être en faisant un clin d'œil à nos collègues du Royaume-Uni, parce que Art Explorer a également une antenne de la fondation, qui n'est pas une antenne d'ailleurs, qui est en fait une entité à part entière, Art Explorer UK, et qui ont développé avec le British Museum un super projet qui s'appelle Time Odyssey, et donc qui s'utilise en fait avec une tablette qui est destinée aux enfants de 7 à 11 ans, mais qui peut s'utiliser dans n'importe quel musée. Et donc leur objectif, c'est justement de réussir à embarquer dans cette aventure tous les musées du Royaume-Uni, parce que en fait le contenu qui est proposé est une aventure numérique, une aventure ludique en tout cas et pédagogique pour les enfants, mais où donc les enfants vont entrer en interaction avec les éléments du musée, les expos, etc. Et donc qui a vocation à être utilisé, qui est le même outil numérique en fait, qui a vocation à être utilisé dans n'importe quel musée. Donc c'est pas vraiment du recyclage, mais c'est de l'emploi en tout cas à grande échelle. Et voilà. Donc. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, parce que j'y ai pas pensé, mais parce que j'ai esprit d'escalier. Mais pour la VR, pour le coup, on est vraiment sur ce qu'on propose au pavillon VR. On est sur du réemploi, puisqu'on travaille avec Ubisoft, qui a déjà produit tous les décors et toute la partie, tout le développement autour d'Assassin's Creed. Et on part de ce qui existe déjà pour inventer une narration adaptée à la VR. Mais pour le coup, on n'a rien créé. C'est des choses qui existaient déjà, qui avaient été produites par Ubisoft. C'est intéressant, merci beaucoup, parce que c'est effectivement un sujet auquel peut-être on ne pense pas forcément quand on parle de numérique, mais qui peut intégrer aussi des dimensions réalisables. On va peut-être passer à une dernière question avant de se plonger sur la discussion avec le public, qui porte un peu sur un enjeu, une contrepartie, disons. Est-ce qu'on peut remettre en question parfois le numérique dans son accessibilité, dans son inclusivité? Quelles sont les limites du coup, et est-ce que vous souhaiterez du coup les évoquer? Oui, évidemment qu'il y a des limites. Déjà, la première limite, on en parlait tout à l'heure, ça va être la maintenance. C'est-à-dire que vous avez, si vous vous basez sur un outil en accessibilité et que vous êtes sûr de n'utiliser que ça sur un aspect numérique et qui tombe en panne, vous êtes un peu coincé. Donc voilà, il faut trouver des alternatives. Donc ça, c'est le premier point. Après, on n'en a pas forcément parlé là, mais
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'intelligence de visiteurs, c'est-à-dire qu'en fonction de votre volonté, vous allez, pour certains même dans l'Assemblée, adorer lire des cartels, d'autres plutôt écouter des contenus, d'autres visionner des vidéos ou être dans l'interaction. C'est pareil pour l'inclusion, hein. Vous allez avoir différentes approches avec une appréciation diverse et rien à voir avec votre typologie de handicap. Vraiment, c'est en termes d'usage et d'appréciation. Donc on a essayé au musée de rompre aussi avec ce tout numérique en se disant, voilà, par exemple, on a quand même un parcours en facile à lire et à comprendre, oui, numérique via le parcours essentiel, mais on est en train de travailler sur un livret Falc, sur un livret facile à lire et à comprendre papier, parce que justement, on veut compléter cette offre-là, parce qu'on sait que ça ne touche pas les mêmes publics et les mêmes usages, notamment. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui est de l'ordre de la pratique numérique globalement. Tous les publics ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Alors, on est un musée très intergénérationnel. On se rend compte que même les publics assez âgés se trouvent comment utiliser nos outils, en tout cas in situ. Donc voilà, ça veut dire que l'interface a bien été conçue et je rejoins du coup la question de l'UX qui est très importante. Mais peut-être que les seniors ont vraiment une aversion, ou même d'autres personnes ont une aversion pour ce numérique-là. Donc voilà, il ne faut pas tout miser dessus, évidemment, pour penser à tous les visiteurs. Voilà. Je me rattache aussi à la maintenance. Évidemment, si on propose un dispositif et qu'après il ne fonctionne pas, on est un peu bloqué. Pour ce qui concerne cette application et en particulier les publics TSA, c'est surtout le risque que ça soit un substitut de l'acte de vraiment regarder un tableau, s'immerger dans un musée. Donc, il ne faut pas vraiment que l'écran soit un substitut de l'œuvre en face de nous. Donc ça peut être une limite en réalité pour l'utilisation. Ça en tout cas, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aussi à la conception. Et une limite, ça peut être aussi que souvent on pourrait privilégier, et je l'ai entendu aussi souvent dans mes recherches, que les enseignants, en tout cas les accompagnants des personnes TSA, veulent et souhaitent le format papier. Donc c'est génial, le tableau de communication, mais par contre, on ne les met pas devant un écran. Donc ça peut être aussi une limite, donc c'est quelque chose aussi qui doit se réfléchir, d'où la possibilité peut-être de mettre en main la tablette plutôt à un guide ou un accompagnateur, plutôt que faire prendre en main le dispositif tout de suite par l'individu en question. Voilà. Je complète sur, effectivement, de ce point de vue-là, nous, on se rend compte de ça aussi pour les petits visiteurs. Voilà, on avait pensé un dispositif totalement low-tech pour les 3-5 ans in situ sur les superstitions, où on a vraiment que de l'approche sensorielle, etc. On l'avait vraiment pensé pour le petit visiteur. Et pour un public ado, par exemple, on a un simulateur Rafale où vous pouvez décoller un avion sur une plateforme, le Charles de Gaulle. En fait, les usages sont hyper variés. Les publics ne sont pas forcément ceux qu'on attendait sur les dispositifs. Le low-tech est utilisé vraiment par l'intégralité de nos visiteurs. Les plus âgés passent vraiment plein de temps devant. Ça les amuse d'ouvrir les trappes, de pouvoir sentir, toucher, entendre. Voilà, des choses très simples pour autant en termes d'approche de médiation. Et on a vu un petit de 4 ans de faire décoller un Rafale numérique. Donc en fait, on s'était nous mis entre guillemets des cases parce qu'il faut bien aussi qu'on pense à quel public on va toucher et quelle cible on vise. Mais en fait, ces frontières-là, elles sont complètement explosées par les usages aujourd'hui, je trouve, des gens. Je souscris du coup à tout ce qui a été dit effectivement sur les différents types de publics qu'on a, et donc sur les dispositifs en ligne c'est la même chose parce qu'on a des personnes qui ont des niveaux d'agilité numérique ou de maturité numérique différents, donc pour une application comme Art Explorer Academy, mais c'est également le cas pour les applications de visite par exemple, pour des publics qui ont un usage numérique un peu plus difficile ou pas fluide, donc par exemple des seniors, télécharger une application, l'installer, créer son compte, etc. Même si on a voulu faire que le parcours utilisateur soit hyper simple, c'est pas toujours facile. Et il y a peut-être une autre dimension aussi, qui est la dimension de connectivité, enfin le Wi-Fi tout simplement. Je donne un exemple assez concret. En fait, avec Art Explorer Academy, à un moment, on était en lien avec l'administration pénitentiaire centrale. On avait très envie de proposer du coup les parcours de e-learning aux personnes détenues. Seulement, même si on avait bien pensé l'outil pour pouvoir télécharger les parcours hors ligne, pour pouvoir enregistrer sa progression, il faut quand même du Wi-Fi.
Et pour le coup, les personnes détenues n'ont pas accès à un Wi-Fi même dans les espaces communs. Voilà. Donc voilà, c'est un projet qui a été avorté, et ce qui est dommage. Et pour le coup, ça aurait été des publics éloignés qui auraient été intéressants d'aller toucher par ce biais-là. Voilà, et sur peut-être un dernier point sur les limites aussi quand on est sur des contenus en ligne, c'est la question de l'économie de l'attention. En fait, avec Art Explora Academy, on essaye de pousser des contenus sur les réseaux sociaux et donc des contenus à forte valeur ajoutée avec une médiation, etc. Mais en fait, on est aussi perdu dans le grand bain de tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour aller trouver des publics, il faut être vraiment sur une démarche d'animation constante. Enfin, il y a vraiment un travail énorme à faire pour réussir à se particulariser dans dans l'éther des réseaux sociaux et de tout ce qui se fait. Donc la partie économie de l'attention aussi, c'est une question assez importante quand on parle de contenu culturel en ligne. Et peut-être du coup pour finir, je reviendrai rapidement sur ce que disait Mathilda de Musée Carnavalet sur la question de se concentrer, ne pas se concentrer sur les œuvres, mais être du coup plutôt sur son outil de médiation, qui est un peu aussi une des raisons pour laquelle on voulait que tous les podcasts, notamment Art Explora, qu'on a mis sur Art Explora Academy, qu'on avait fait avec le hangar, soit accessible en ligne et qui soit écouté en dehors de l'espace d'exposition, notamment pendant ces fameuses missions bénévoles qui ont en fait aussi été menées avec les personnes qui ne pouvaient pas venir à l'exposition. Mais tout simplement parce que déjà, par exemple, avec le public scolaire, on savait qu'il n'aurait pas accès aux outils numériques sur site parce qu'il n'y a pas les téléphones, qu'il n'y a pas la possibilité d'installer l'application, etc. Donc avoir une première phase d'approche qui est décorrélée, enfin qui est en tout cas en dehors de l'exposition, permet ensuite, je pense, on avait l'impression que ça marchait assez bien, en tout cas en parlant aux enseignants, ça permettait de se concentrer davantage ensuite sur les œuvres parce que c'était des choses qu'ils avaient déjà vues et déjà entendu des choses en tout cas sur ça, et donc d'avoir ensuite un meilleur échange aussi avec les personnes en charge de la médiation. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Alors, on a touché à plein de sujets. Il y en a encore d'autres qu'on n'a pas pu évoquer, comme la place des réseaux sociaux, les visites guidées à distance, qui elles permettent de toucher des publics distants, donc de raccourcir géographiquement l'accès. Les datas, alors on les a un petit peu évoquées, mais effectivement, il y a aussi tant à dire. Et puis également les tendances nationales et internationales, des aspects qui finalement nous touchent et influencent aussi nos pratiques. Donc vous avez peut-être des questions sur ces sujets ou d'autres. Maintenant, la parole est à vous. Nous sommes en parfait timing. Nous avons à peu près 15 minutes devant nous. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, j'avais une question particulièrement. On a parlé du réemploi des expériences et du dispositif numérique. Je m'adresse particulièrement à Art Explora. Vous avez parlé d'une expérience VR qui est itinérante. Bon, il n'y a pas que ça, bien entendu, mais avec des festivals qui vont en Méditerranée. Nous, on est un peu loin de la Méditerranée. Alors, je me demandais si vous aviez aussi l'idée de, par exemple, prendre certaines parties de ces expositions itinérantes, de ces festivals, et, par exemple, cette expérience VR avec Ubisoft, pour la mettre, pourquoi pas en LBE au Hangar Y ou dans d'autres lieux comme ça qui s'y prêteraient, ou pourquoi pas aussi sur les stores, par exemple le Metastore, pour mettre sur des casques chez les particuliers. Voilà, comment vivent aussi ces projets-là en dehors de ce dispositif itinérant. Alors, effectivement, la Méditerranée, la France, il y a un bout de Méditerranée quand même, puisque le festival était à Marseille, il sera à Nice cette année, à Cannes également, donc on va quand même pouvoir montrer au public français les dispositifs VR. Pour la réutilisation de ces dispositifs-là à d'autres endroits, en fait, le festival, il est assez récent, puisque c'est l'été dernier seulement qu'il est parti Enfin, il y a une première escale à Malte, mais bon, peu importe, il est parti de France l'été dernier. Et de fait, on n'a pas
encore vraiment abordé cette question-là de qu'est-ce qu'on va faire avec la VR une fois que le festival sera terminé, ou est-ce qu'on peut le faire en parallèle. Comme c'est une coproduction aussi, on est soumis à toutes les questions de propriété intellectuelle et d'utilisation de Ubisoft. Donc si on avait envie de montrer, et donc on a signé un contrat avec eux, et pour le coup on est sur quelque chose d'exclusif au festival, si on avait envie de montrer ces dispositifs-là ailleurs, et pour le coup, c'est plutôt une bonne idée, on sera assez partant. L'idée, c'est effectivement quand on touche un maximum de personnes, il faudrait retravailler aussi réglementairement le contrat, voir avec eux ce qu'il est possible de faire, etc. Mais effectivement, on n'a pas, aucune fermeture à montrer les dispositifs ailleurs. C'est juste que on est une petite équipe et que les temps, pour l'instant, ne nous ont pas permis de réfléchir au-delà du festival et de la programmation immédiate. Mais c'est une bonne idée. Bonjour, merci pour toutes vos interventions très enrichissantes pour nous encore étudiantes et futures professionnelles. Ma question portait sur réellement le nombre de prestataires avec lesquels vous travaillez. Comment est-ce que vous arrivez, quel avantage, quel inconvénient il y a quand vous travaillez tout en interne, un seul musée ou une seule institution à faire tous vos projets de médiation et d'accessibilité, et comment est-ce que vous arrivez à travailler plutôt quand c'est Art Explora avec plusieurs boîtes de production différentes, de production de podcasts, de production de sites web, etc. Quel avantage et quel inconvénient vous avez à tout faire en interne ou à faire appel à autant de sous-traitance ou de collaborateurs? Du côté du musée de la Marine, on a travaillé avec différentes typologies de prestataires. On a ce qu'on appelle des AMO, donc des assistants maîtrises d'ouvrage, sur l'accessibilité principalement, alors à différentes échelles, qui nous ont permis vraiment d'affiner en dialogue avec le scénographe, l'architecte, l'OPIC, donc qui était mandaté pour gérer la rénovation du musée. Qui est un organisme de l'État, voilà, qui aide à piloter les gros projets de rénovation. Donc on avait un AMO accessibilité du côté de l'OPIC pour nous aider sur la signalétique directionnelle et l'accessibilité du bâti, un AMO côté scénographe qui s'en est doté parce qu'on avait fait un gros cahier des charges accessibilité. Donc je pense qu'ils se sont dotés d'une personne en plus. Donc l'avantage dans cette typologie de prestataire-là, c'est que du coup on peut dialoguer à la fois avec les scénographes qui sont experts dans le design et la création, la mise en avant des œuvres et la traduction des outils de médiation, mais avec ce volet de possibilité d'échanger en bonne intelligence aussi sur les sujets d'accessibilité puisqu'ils sont sensibilisés en interne. On a travaillé avec beaucoup de prestataires, bien sûr, dans la production. Donc, en fait, dans une étape de rénovation, en tout cas, on a eu une étape avec les scénographes qui ont formalisé le musée dans la forme qu'on pouvait donner après le programme scénographique que nous, on avait proposé. Ensuite, on a eu tout un volet de passation de marché pour trouver les équipes de production, les auteurs, les sociétés de montage audiovisuel, les sociétés de production de mobilier, de dispositifs, etc. Donc il y a eu je ne sais pas combien d'intervenants. Après, il y avait pas mal de sous-traitances dans les grands lots de marché, mais je pense qu'il y a dû y avoir facilement une dizaine d'intervenants en dialogue constant pour la médiation et l'accessibilité. Avec peut-être cette fois-ci du coup des échanges sur l'accessibilité un peu plus lointains pour eux, puisqu'ils arrivent en bout de course et qu'ils n'ont pas forcément eu tout le cheminement en amont. Donc les tests usagers typiquement ont eu ont été une superbe opportunité de les sensibiliser au handicap, puisqu'ils rencontraient factuellement les personnes et pouvaient se rendre compte des usages et des besoins. Et ensuite, donc nous, on travaille beaucoup avec du coup des sociétés de production. Alors, on fait aussi podcast. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on a énormément de projets. Donc, généralement, dans les process, on a une intégration d'idéation. On pose de notre côté la politique des publics, ce qu'on veut dire en termes de contenu de médiation, à qui on s'adresse, comment à peu près formellement, est-ce qu'on veut du numérique ou du low-tech, comment ça va se traduire. Et ensuite, on va chercher le bon interlocuteur pour formaliser ça. On ne le fait pas en interne parce que typiquement, on n'a pas les compétences, par exemple, d'un menuisier ou quoi que ce soit pour créer un espace ou créer un mobilier. Donc ça s'externalise. Les compétences audiovisuelles, elles sont quand même très coûteuses, de savoir développer un contenu numérique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées qui aient de personnes qui soient capables de développer une application mobile ou quoi que ce soit. Parce que c'est des expertises qui sont là aussi
un peu éloignées de nos pratiques du quotidien, et en constante évolution. Donc c'est pas mal aussi de pouvoir s'adresser aux bons experts sur la question du numérique. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu là-dessus. Et on a aussi des sociétés de prestataires, nous maintenant, de médiation humaine aussi. On externalise, on écrit les scénarios au musée et on externalise le face public. Oui, parce que peut-être pour compléter, en fait, c'est pas vraiment une spécificité d'Art Explora de travailler avec des prestataires extérieurs. Pour le coup, là, c'est vraiment le point où on fait à peu près la même chose que les musées. Ça demande des compétences particulières. C'est la raison pour laquelle on avait fait appel à l'agence de production Nuit Noire quand on a créé un parcours de médiation sonore. C'est la raison pour laquelle, pour la seconde exposition, qui était vraiment portée sur le jeu, qui s'appelait Rayon Jouet, toujours en gare Y, on voulait qu'il y ait vraiment ce côté ludique qui soit présent dans les outils de médiation. Donc là encore, on s'est appuyé sur un partenaire extérieur qui était l'équipe ludique, qui nous a aidé à inventer un livret de médiation et de parcours de visite qui était conçu comme un catalogue de jeux et qui était censé, qui avait pour objectif en tout cas de permettre à l'enfant d'interagir avec d'autres outils de médiation présents au sein de l'exposition. Mais donc, voilà, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment tout faire en interne. On est plus là en accompagnement et donc, comme le disait Mathilde, on présente en fait, nous, la politique des publics, ce qu'on a envie de transmettre via ces outils de médiation. Et ensuite, les prestataires nous aident à mettre en œuvre ce qu'on souhaite. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre table ronde là. Donc je vous remercie d'avoir participé et surtout de vous être rendu disponible et également dans un temps assez court. Donc merci beaucoup pour vos expertises et également pour votre attention. Je suppose qu'il y aura un court temps éventuellement pour échanger si vous avez d'autres questions. Et donc encore une fois, merci. Je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite de la journée. Merci.